Bonsoir à tous, bienvenue à cette première session de Penser les autres. Alors Penser les autres, on a souhaité organiser ces rencontres avec des artistes et des chercheurs des artistes et des chercheurs toujours engagés sur les 3 sessions que vous verrez durant cette saison, sur les thèmes qui traversent la société et évidemment la programmation du manège. Je vais parler tout à l'heure vite fait de celle d'aujourd'hui parce que nos amis vont en parler bien mieux que moi. Sachez juste que le 6 février, il y a eu un autre Penser les autres sur la solidarité internationale avec des artistes de quelques pays, notamment africains. Et le 3 avril, pratique artistique amateur et pouvoir d'agir sur le travail que font les amateurs dans les créations. Alors si nous avons choisi pour cette première rencontre récits et vécus transgenres à travers l'art et l'histoire, c'est pour 2 raisons. Tout d'abord parce que le collectif La Fronde est artiste associé pendant 3 années au manège et Ève en fait partie, est l'une des artistes fondatrices de ce collectif. Et d'autre part, on a commencé... Oui, ça va être comme... T'es vraiment Ève. Ouais, ça commence très mal, très très mal. Je sors ? Non. Merci. Et Jenny qui a ouvert le festival Born to be Alive avec dans mon dessin Anatomie d'une transition, ce magnifique spectacle qu'on espère voir tous les jours, absolument indispensable. Mais pour Reims, c'est fini en tout cas, pour l'instant en tout cas. Alors voilà, du coup, on a vraiment voulu parler aujourd'hui, après en tout cas dans mon dessin Anatomie d'une transition, car le thème dont on va discuter aujourd'hui traverse vraiment nos vies personnel et notre travail professionnel. Et très souvent, la grande visibilité entraîne aussi des grandes contre-vérités, souvent très blessantes. Et on a voulu laisser la parole aux personnes les plus concernées. Donc je passe la parole à Arsène qui va nous présenter les intervenantes et les intervenants. Bonsoir. Vous êtes hyper poli, c'est super. Donc, je vais me présenter rapidement et puis ensuite je vais présenter mes co-intervenants et intervenantes. Moi, je vais m'occuper de la modération, voilà, de poser les questions pendant cette table ronde. Je m'appelle Hassan Marki, je suis auteur, photographe et je suis cofondateur du festival FACT, qui est très simplement Festival Art et Création Trans, donc qui est un festival qui s'occupe de faire plateforme pour les artistes transgenres, qui vient de se finir à Lyon. La prochaine édition aura a priori lieu en 2023. Vous êtes toutes et tous invités. Jenny, qui est juste ici, fait partie de l'organisation du festival et notre régisseuse générale. Et donc, du coup, je peux commencer aussi par te présenter. Donc, Jenny, qui est artiste performeuse, musicienne, régisseuse, militante, qui fait partie des collectifs Le Cirque Queer et du collectif Offense, dans le cadre duquel elle a créé le festival dont Bruno vient de parler dans mon dessin, le festival de spectacle. Michaela Danger, qui est cofondatrice du collectif Case Rebelle, qui est autrice, beatmakeuse, rappeuse et qui a coordonné l'ouvrage Afro-Trans, qui sera disponible, qui est un très bel ouvrage que je vous recommande, qui regroupe des récits, des paroles, de la poésie, de la fiction de personnes trans afrodescendantes et dont vous pourrez retrouver des exemplaires juste ici, à la fin. Ils ne sont pas encore là, mais à la fin de cette table ronde. Quentin Petit, dit Duhamel, qui est jeune docteur en histoire de l'art, cofondateur du collectif de recherche L'Art, qui regroupe des jeunes chercheurs, chercheuses qui sont engagés en faveur d'une histoire de l'art plus féministe et queer. Et Ève Magot, chorégraphe, cofondatrice du collectif La Fronde, de la plateforme de production et de création La Fronde. Cette table ronde, elle vient en suite d'un constat, a priori, qui est le constat d'une place plus importante des personnes trans et des discours sur les questions trans dans la parole publique, sur la place médiatique. Je vais refaire un tout petit point de définition très simple, parce que voilà, pour savoir qu'on part tous sur les mêmes bases. Donc du coup, quand je dis personne trans ou personne transgenre, je parle d'une personne qui ne vit pas dans le genre qui a été assigné à la naissance. C'est transgenre, ça s'utilise comme un adjectif, donc ça s'accompagne d'un nom.
une personne trans plutôt que sera préféré à un trans ou une trans. Et on risque de parler aussi de transition, et de transition dans le cadre du parcours d'une personne trans. C'est la période où les changements sociaux, psychosociaux, enfin voilà, où les changements de vie en relation à la transition sont les plus marqués. On ne parle jamais de transformation, comme on peut pourtant l'entendre parfois. Et on va parler d'homme trans pour parler d'un homme qui a fait une transition de genre, et de femme trans pour une femme qui fait ou qui a fait une transition de genre. Donc pour aller vers le genre vécu plutôt que le genre assigné. En synonyme, vous allez peut-être croiser parfois, pas ici, mais ailleurs, les termes MTF ou FTM, qui sont des termes qui ont été utilisés dans des cadres militants, qui maintenant se retrouvent un peu dans l'institution, qui commencent à dater un petit peu, et vous pourrez croiser de plus en plus, a priori, les termes de personnes transmasculines et de personnes transféminines, qui sont des termes plus larges, qui incluent mieux en fait les personnes qui ne se reconnaissent pas uniquement dans les termes d'hommes ou les termes de femmes. Si vous avez des questions de vocabulaire là-dessus, si ça n'a pas été clair, je suis tout à fait disponible à la fin pour en discuter avec vous. Du coup, pour revenir sur les questions de visibilité, le constat de base, c'est d'une visibilité croissante, notamment dans les scènes culturelles, et ce qui nous intéresse plutôt aujourd'hui, au niveau international et national. Donc par exemple, l'actrice Laverne Cox, que vous avez peut-être pu voir dans Orange is the New Black, qui a fait la couverture du Time en 2014, le coming out des sœurs Wachowski en 2012 puis en 2016, celui de l'acteur Elliot Page en 2020. En France aussi, on retrouve dans des productions télévisuelles une visibilité qui existait mais qui n'était pas portée, qui était très minime, voilà, des personnes trans, avec par exemple Jonas Ben-Hamed qui joue dans Plus belle la vie, qui joue le rôle d'un homme trans et qui est un homme trans qui joue un homme trans, qui est assez rare pour que ça puisse être signifié. Cette visibilité, elle se fait donc sur les écrans, elle se fait aussi dans le langage, avec un langage qui évolue. En 2014, il y a eu le terme transféminicide qui a été proposé depuis le Brésil pour parler des violences spécifiques, des assassinats spécifiques subis par les femmes trans, notamment en Amérique latine. Ensuite, à des termes plus positifs aussi, donc les termes de non-binarité, par exemple, tout simplement, qui est apparu. C'est des termes qui sont plutôt apparus dans les cercles militants, qui ont été relayés par Internet, mais autour des années 2010. Et dans ces termes qui vont avec la non-binarité, il y a les pronoms neutres, du coup, donc le pronom YEL qui a fait son entrée dans le dictionnaire, d'abord en ligne, le dictionnaire du Robert en 2021 et le dictionnaire papier en 2023. C'est pas uniquement en France, le mot they, qui est du coup le pronom neutre en anglais depuis longtemps, par contre, ça c'est pas ce qu'on appelle un néopronom, mais c'était déjà un usage qui s'est juste répandu, qui a été élu mot de l'année pour l'année 2010-2020 par The American Dialect Society. Et le pronom neutre hen, que vous avez peut-être pu croiser comme titre d'une pièce de marionnette non genrée, qui portait le même nom, et qui est un pronom suédois neutre et qui est entré dans le dictionnaire de l'Académie suédoise dès 2015. C'est un mouvement, voilà, c'est cette visibilité croissante, cette place dans l'espace, dans la parole, semble a priori suivre dans les lieux de culture, avec des festivals qui se multiplient. Il y a des festivals queer qui donnent une place assez forte aux personnes trans. Donc il y a le festival Rebiche à Toulouse. Il y a des festivals vraiment axés sur les genres et la sexualité, notamment en Suisse avec le Festival, avec la Fête du Slip, qui est un très beau festival sur les questions de genre et sexualité et qui a une diversité de genres qui est assez rare pour être noté. Bon, le fact, mais là je prêche pour ma paroisse, donc je triche un petit peu. Il y a eu le Festival des Merveilles qui avait été organisé par l'acteur Océan en 2019 à Paris. Enfin, voilà, des formes plutôt issues de petits collectifs, d'associations, dans le cadre du Rebiche, de collectifs autogérés, un peu en dehors des institutions culturelles, mais en dialogue avec elles. Mais aussi dans des festivals plus grands. Par exemple, en 2018, le thème du Festival d'Avignon était, alors, au début, le genre, la transidentité, la transsexualité. Il y a eu ensuite un petit rétropédalage pour revenir sur le genre, les transidentités et les normes en général liées par exemple aux familles.
Et c'est là que j'entre dans les questionnements de visibilité. Par exemple, sur ce festival, c'est un festival qui s'est fait malgré sa portée et malgré sa portée et ses moyens aussi. C'est un festival qui s'est fait sans invitation au dialogue avec les associations trans, qui sont pourtant nombreuses en France, avec une invitation uniquement à la dernière minute du centre LGBTQI local, et avec un seul spectacle dans sa programmation de IN porté par une personne trans. Il y avait un autre spectacle qui avait des personnes trans au plateau, et c'était sur le mode uniquement du témoignage, du documentaire, et pas de la coproduction. Et donc les chercheuses Maudios Thomas et Catherine Espinera, dans un article que vous pouvez retrouver sur l'Observatoire des transidentités, notaient que les personnes trans étaient toujours, les concernés sont rarement ou jamais appelés comme expertes de leurs questions, mais comme spectateurs ou spectatrices, ou comme témoignants ou témoignantes d'une histoire qui leur échappe, mais dont on meurt toujours. Et c'est un peu de ce constat-là, d'une visibilité croissante, mais pas forcément avec une parole à la première personne qui est portée, sur laquelle je voulais partir pour ce premier tour de table. Est-ce que vous partagez dans vos pratiques, dans votre vie, dans votre travail, ce constat d'une visibilité plus forte des récits des personnes trans dans un espace public, dans un espace culturel, et des personnes trans, mais je peux aussi élargir à la diversité de genre, à des formes qui sortent du cadre strictement hommes, femmes et des normes hétérosexuelles. Est-ce que c'est un constat partagé? Ève, peut-être? Je ne m'attendais pas à commencer. C'est pas vrai. Sur cette question-là, mais je le savais. Oui. Oui, comme objet culturel, oui. Moi, je suis né dans les années 80 et quand j'ai grandi au Havre, la question de la transidentité dans les années 90, ça n'existait pas, quoi. C'était pas un champ des possibles. Il n'y avait pas de représentation. La seule représentation, je pense, que moi j'avais, c'était le Diamant Bleu, le bar avec les traditionnels à côté de la prison et 2-3 personnes travailleuses du sexe travesties dans la rue. J'avais pas d'autres représentations au Havre, par exemple. Donc si on parle de visibilité, dans tout ce qui est objet culturel, j'ai eu accès tardivement à des représentations des transidentités et à un champ des possibles, donc grâce aux réseaux sociaux, grâce aux objets culturels de type série. Je dirais que sur la scène qui me concerne, la scène de la danse ou la scène du spectacle vivant, beaucoup moins, où c'est encore plus récent. Donc la question de la visibilité ou de l'accès à des représentations hyper important pour pouvoir comprendre des fois ce qui se passe en chacune, avoir accès à des récits, avoir des capacités à se projeter dans des possibles et pas juste des néants d'impossibilité. Et après, si je pense à la scène de danse contemporaine et à des femmes trans, on a essayé de le faire avec Arsène tout à l'heure dans le train. C'est pas facile de les trouver encore. Donc on se demandait un peu pourquoi. On a des pistes de réponse, mais je parle de la danse, mais on pourrait parler d'autres arts vivants. Là, il y a des personnes qui sont concernées, qui sont représentatives, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait, encore, sur les réseaux. Voilà, je m'arrête là. J'ai répondu à un bout? Oui. Merci. C'est une réponse, merci. Jenny, est-ce que je pensais par rapport à dans mon dessin qui porte du coup, peut-être que d'ailleurs, est-ce que c'est là? Ça c'était dans le 1000. On n'a pas parlé de dans le 1000, il faudra qu'on y revienne. Donc dans mon dessin, qui s'appelle Anatomie d'une transition. Anatomie de transition. Pardon. Est-ce que du coup, pourquoi est-ce que ce spectacle, en fait, est-ce qu'il vient aussi de ce constat-là qu'on ne voit pas?
le constat donc de une visibilité plus forte des personnes trans dans le paysage culturel. Moi, j'ai pas fait, j'ai pas étudié précisément la question, j'ai pas de référence, de point de comparaison historique et tout ça, mais effectivement, en tant que moi, mon vécu en tant que personne trans, c'est que ah oui, effectivement, on commence à avoir des trans, mais pas que des trans, genre les représentations des personnes LGBTQI genre augmentent et effectivement, par exemple dans les séries, c'est plus fréquent. Et je regardais une série il n'y a pas longtemps et j'ai fait que pleurer parce que je me disais s'il y avait eu ça moi, quand j'étais petite, en fait ma vie n'aurait pas été pareille. Donc oui, c'est sûr que les représentations des personnes trans dans les paysages culturels augmentent. Après, il faut rappeler que c'est parce que ça part de très 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 bas, voire rien presque, dans certains milieux culturels. Donc c'est facile que ça augmente. Et comme disait Ève, il n'y a pas non plus, que je prends dans mon milieu, par exemple, théâtre, des collectifs des collectifs émergents de personnes trans, il y en a avec des personnes trans, de personnes queer, il n'y en a pas non plus énormément. On a vite fait de toutes et tous se rencontrer, voire travailler ensemble. Et par contre, effectivement, c'est comme si quand il y a une personne trans qui est dans la programmation, ça se remarque. Enfin, comment dire ? En ce moment, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de qu'il y a plus de personnes trans représentées dans le paysage culturel, au lieu de dire qu'il y a vraiment beaucoup de personnes cis qui sont représentées dans le paysage culturel depuis toujours. Et du coup, oui, il y en a plus, mais c'est pas énorme, je trouve. Voilà. Tac. Ah oui, et du coup, je voulais dire que si on laisse... Enfin, comment dire en fait, dans la vie, je vais vous partager mon vécu, mais en fait, dans la vie de tous les jours et dans mes contextes sociaux et tout ça, parler de c'est quoi la transition, et surtout parler de ce que j'appelle les horreurs de la transition, c'est-à-dire toutes les galères, toutes les embûches, toutes les traumatismes générés par la transphobie, tout ça, c'est compliqué de le faire parce que on attend de nous de pas trop nous étaler sur le sujet, et souvent, si jamais tu le fais, tu crées des malaises. Et c'est pour ça qu'un des témoins dans mon spectacle parle de disparition quand on transitionne. Et effectivement, t'as vite fait, si jamais tu témoignes un petit peu trop de c'est quoi la vie de trans, tu peux vite disparaître un peu de ton contexte social. Quand par exemple, on est programmé dans un établissement culturel, et du coup qu'on a accès à l'expression, je voulais rappeler que c'est parce que cet accès à l'expression, on l'a très peu aussi à côté, quoi. Moi aussi, du coup, j'ai un trou j'avais une question à te poser là-dessus. Sur le dispositif de Dans mon dessin, où nous, ce dont on avait discuté un petit peu aussi avant, c'était que ce qui revenait souvent, c'était les mêmes images de transition. C'était des récits qui étaient focalisés sur une personne et sur une image, justement, de transition, quelque chose de très visuel et documentaire, et que du coup, dans ce qui me semblait, en tout cas, c'est que dans mon dessin, où là, on te voit en contre-jour par rapport à... Et en tout petit aussi, par rapport à cette image qui prend toute la place, où il me semblait que c'était un dispositif qui justement venait changer un petit peu, et que c'était pas la transition qui était visible, mais tout ce qui se passe autour. Tout, en fait, les mots et les voix, et pas autant le corps, forcément.
C'est vrai que dans mon dessin, on parle pas de la transition, on parle plutôt de la transphobie. Et on parle plutôt de la réaction des autres face à nos transitions. Et du coup, on parle qu'est-ce que c'est L'i- enfin, L'idée, c'est un peu de mettre le public pendant un petit instant à ma place et pour dire eh, voilà c'est quoi, enfin, voilà c'est quoi qu'on vit, quoi. Et ça répond à ta question ou pas? Ouais. Je crois. Quentin, est-ce que sur toi les questions du coup pour quelque chose de plus historique en fait, ou d'un regard plus d'historien de l'art au final, est-ce que c'est quelque chose que toi tu partages, ce un peu constat-là qui revient pour l'instant de personnes qui ont un peu les mains dans le cambouis du spectacle, que c'est une représentation qui émerge, qui se fait beaucoup sur des petits collectifs, qui se fait et en même temps qui est encore hyper précaire et qui a été, enfin voilà, et ça c'était, là c'est plutôt moi qui le dis, mais qui a encore beaucoup de discours sur et pas forcément de discours par. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs, je vais surtout donc parler vraiment de l'art visuel et moins du spectacle vivant. Mais justement, la question de visibilité, c'est aussi donc une question liée enfin, qui va donner cette visibilité et comment le discours va être construit dessus. Et par exemple, il y a dans mon collectif, il y a un chercheur, Ennio Gracchioli, qui avait écrit un article sur justement plusieurs expositions qui montraient des artistes trans et qui avait donc justement pris 3 exemples, 2 exemples qui étaient plutôt évidemment ce sont des expositions qui, enfin la plus vieille je crois que c'était 2019, donc c'est vraiment très récent. Et il y avait donc 2 expositions qui lui paraissaient vraiment plutôt respectueuses et même enfin qui donnaient un discours même de recherche sur cette question. Et 3e exemple, évidemment, l'exemple qui ne fonctionnait pas. Et dans les 2 premiers exemples, justement, c'était cette question de... alors, il s'agissait... Alors, j'ai noté les expositions, peut-être que vous avez pu aller les voir. C'était aux Beaux-Arts de Lyon, c'était À la mort, à la vie, vanité d'hier et d'aujourd'hui, où, en fait, il y avait un artiste trans qui était présenté. Mais si vous voulez, l'idée, c'était pas... c'était qu'il intégrait en fait une thématique plus générale. C'était pas une exposition sur ça, donc déjà moins voyeuriste. Et en plus de ça, même le travail de cartel, donc les petites explications en dessous des œuvres, étaient vraiment travaillées, étaient bien vulgarisées aussi. Un vrai travail qui était dessus. Et 2e exposition qui était plutôt bien faite, c'était l'exposition au MUSEM, donc à Marseille, Sida, VIH, l'épidémie n'est pas finie, où justement l'exposition faisait intervenir à la fois dans l'exposition et dans le catalogue d'exposition. Les catalogues d'exposition, ce sont des objets vraiment très précieux puisque ça va faire perdurer l'exposition après les dates du musée. Et il faisait justement intervenir Giovanna Rincon, qui est donc une militante trans, donc quelqu'un vraiment de concerné, et donc il y avait vraiment quelque chose qui était fait de ce point de vue-là. Et justement, le souci donc le 3e exemple qui n'allait absolument pas, c'était l'exposition alors pionnière qui avait lieu cette année au musée du Luxembourg, qui était vraiment très peu appréciée par les chercheuses qui travaillent sur ces questions. Déjà d'une part parce qu'il n'y avait aucun chercheur, aucune chercheuse qui travaillait sur ces questions qui ont été appelés à participer au commissariat de l'exposition. Donc déjà du point de vue du contenu, ça pêchait. Mais en plus de ça, il y avait donc une salle qui
essayer de parler de transidentité. Et la salle, donc l'intitulé, c'était le troisième genre. Donc qui pose vraiment problème, puisque le troisième genre, donc au niveau historique, ça vient en fait d'un vocabulaire pathologisant, médical, et du 19e siècle, et de la fin du 19e siècle. Et donc, l'utiliser pour une exposition en 2022, ça réitère aussi des choses vraiment qui ne vont pas. Et justement, cette salle, il y avait vraiment un mélange de tout. C'est-à-dire qu'on y voyait des œuvres. Alors, l'exposition, c'est sur des corpus des années 1920, donc il n'y a pas de contemporain, ultra-contemporain. Il y avait des œuvres d'artistes femmes cis qui, alors, selon le discours porté par l'exposition, qui étaient en train de créer justement des identités non binaires, sans utiliser le terme non binaire. Et si on s'y penche plus, non, en fait, elle montre justement d'autres manières de représenter des féminités. En plus de ça, il y avait aussi alors Marcel Duchamp, qui est un artiste qu'on rabâche, très, très célèbre et qu'on rabâche dans toutes les sauces. Et Marcel Duchamp, lui, alors son truc, c'est Rose, c'est la vie, qui est en fait son alter ego féminin, mais donc en fait c'est un homme cis qui se travestit en femme. Et donc, troisième donnée, dans cette même salle, donc avec les femmes cis qui représentent des féminités et un homme cis qui représente un personnage, il y avait une artiste trans, donc c'est Lily Elbé, qui est en fait la première femme trans à avoir eu une opération de réassignation dans les années 30 en Allemagne. Et en fait, le discours qui était posé dessus, alors c'était pour parler surtout de sa femme, mais c'était très... j'ai noté... attendez, j'ai noté justement la citation. Alors, sa femme, c'est Gerda Wegener. Et donc, selon le texte de l'exposition, Wegener aurait représenté l'identité trans de son mari. Donc, déjà, d'une part, mégenrage. D'autre part, l'identité trans. Donc, ça veut dire que pour le spectateur ou la spectatrice, il s'agirait de reconnaître dans l'image des éléments qui fait qu'il y a une identité trans qui est représentée, alors que juste Wegener représente juste sa femme. Enfin, ça va pas plus loin. Et donc, vous voyez, c'est des choses, en fait, qui... en fait, c'est ça aussi la question de visibilité, c'est qui peut... Enfin, qui... Oui, par exemple, là, il y a une visibilité, mais la représentation, elle est terrible. Voilà, c'est ça. Et on Voilà. est en 2022 dans une exposition qui devait être assez importante. Ok. Et du coup, mais là, par exemple, pour le MUSEM, là, il me semble que ça s'était fait avec, pour le coup, ce qui fait qu'il y a une visibilité qui fonctionne pour cette exposition, c'est qu'elle a été construite aussi avec des associations, et tout au long, c'est ça, si je me dis pas de- Oui. Dans le commissariat d'exposition, il y avait des chercheuses qui étaient appelées, donc déjà il y avait du contenu, et en plus de ça, c'était fait en rapport avec les associations. Donc forcément, ça fonctionne par rapport à d'autres expositions où ça se fait un peu dans leur coin, mais qui n'ont pas les mêmes financements. Bien sûr. Donc pas le même écho médiatique. Merci. Michaela, est-ce que, toi, je sais, alors tu travailles en ce moment sur les représentations trans et noires, notamment sur le grand et le petit écran, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que, du coup, c'est aussi une approche historique? Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves comment est-ce que les questions de représentation et de visibilité, du coup, parce que c'est pas, du coup, la question, c'est pas uniquement d'être visible, mais c'est aussi la façon dont les personnes
se montrent ou sont montrés dans la façon dont les récits sont. Comment est-ce que ça s'articule pour toi? Alors, déjà, c'est évident que mon point de vue, ma perspective sur la question de la représentation et la visibilité, il est peut-être informé par le fait que je sois une femme trans, mais il est avant tout et surtout informé par le fait que je sois une personne noire, donc noire à la peau dite claire. Et donc, si on croise la spectacularisation omniprésente des vécus noirs à la spectacularisation des vécus trans, ça fait autant de raisons de questionner l'enjeu au cœur de la représentation, par-delà l'énoncé apparent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça, par rapport aux personnes trans noires, c'est pas du tout linéaire. Et se poser aussi la question du sous-texte à ce niveau-là, parce que, par exemple, Arsène, dans l'intro, tu parlais de la couverture avec Laverne Cox, donc avec le titre, c'est The Tipping Point, je pense. Donc, c'est vraiment voilà, c'est ça. Donc, c'est présenté vraiment comme un tournant, et il s'agit d'une femme trans noire qu'on voit. Et donc, on en discutait en préparant, il y a vraiment une discontinuité si on se penche sur les transidentités noires au niveau de la représentation. Il n'y a pas quelque chose qui serait de l'ordre du forcément vertueux en avançant dans le temps et d'une linéarité positive. J'avais pris comme exemple, on va pouvoir regarder l'image, il y a un livre qui s'appelle La vie devant soi, donc de Romain Gary, qui a été écrit publié sous le nom de Émile Ajar et qui est de Romain Gary. Et donc en 77, il y a eu une première adaptation au cinéma. Et donc dans ce roman, il y a un personnage de femme trans noire qui est Lola. Donc là, vous voyez la Lola de 1977. Donc le réalisateur s'appelle Moshe Mizrahi. Voilà, donc le film contient absolument pas de jeu spectaculaire autour de la question de la transidentité, même dans le langage. C'est un personnage qui est très très émouvant, très drôle, etc. qui est pas vraiment distinct des autres personnages du fait de sa transidentité. Et par contre, on a cette image qui date de 2010. Voilà. Et donc là, vous avez la Lola de 2010. Voilà, c'est ça. Et donc, on est à 33 ans d'écart. Donc, la question, c'est donc, quand on représente pourquoi et qui veut représenter qui, quels sont les enjeux. Et sur cette question, encore une fois, de la visibilité de réalité trans noire en France, quelqu'un comme Jenny Belair, que vous voyez sur la couverture, qui a été, c'était une figure, on va dire, de la nuit parisienne, mais elle a joué dans des films, elle est artiste, elle chante, elle a chanté, elle a fait des performances, des spectacles, etc. Et je pense que c'est intéressant aussi de se questionner pourquoi son histoire n'est pas plus rentrée dans les esprits, sachant qu'on parle encore une fois des années 70-80. Et donc, c'est pas... Enfin voilà, cette question-là, elle ne peut pas être posée indépendamment de la manière dont la race joue, mais aussi de la manière dont une perspective très eurocentrée de la transidentité a construit la transidentité les transidentités comme quelque chose d'extrêmement moderne, et ce, en dépit absolu contre
toutes les témoignages, voilà, toutes les personnes qui ont fait comment dire, toutes les personnes qui ont écrit à partir de l'expérience coloniale, c'est-à-dire les ethnologues, anthropologues, chroniqueurs, etc., attestent en fait sur le continent africain et après ensuite dans la diaspora de réalités qu'on qualifierait aujourd'hui de transidentitaires. Donc des réalités qui ont bien sûr été réprimées et aussi des réalités qui ont été appropriées sous le prisme du coup qui a touché toutes les populations colonisées de la construction de genres monstrueux. Et cela pour dire que les transidentités, la question des transidentités ramène pas soudainement, elle ramène pas soudainement de l'universel dans nos vies. Là, je parle d'un point de vue de personnes noires et c'est plus largement les personnes racisées. Même si effectivement on utilise un vocabulaire commun et qu'il y a des croisements, on ne part pas, nos réalités de genre sont racialisées et en ça elles sont fondamentalement fondamentalement éloignées des normes de genre telles que l'Europe les a pensées et imposées. Voilà, et juste dans ce pour finir parce que j'ai déjà été long. Il y a ce livre qui est assez important et intéressant, c'est The Invention of Women de Oyeronke Oyewumi, qui dans son analyse arrive à l'idée que dans la société Yoruba, il n'existait pas, en tout cas le genre n'était pas un principe d'organisation sociale, la société s'organisait plus sur des questions d'âge, d'ancienneté, etc. Et à partir de Oyeronke Oyewumi, il y a Maria Lugones qui a posé les mêmes questions dans l'espace des Amériques. Voilà. Moi, je voulais revenir sur cette question de construction, du coup, qui est à la fois, qui est aussi du coup une construction coloniale du genre et aussi une question d'effacement dont tu parles, qui est aussi en fait un aspect de ton travail où pas celui sur les représentations trans noires à la télévision et au cinéma, mais où du coup tu viens chercher des historiographies, du coup des traces d'histoire de personnes de genre, divergentes de genre, on pourrait dire, parce que du coup les questions de transidentité n'étaient pas présentes à cette époque, et à cette époque c'est 15e, c'est l'époque de la traite négrière en fait, où dans les archives coloniales du coup tu retrouves, toi et d'autres chercheurs et chercheuses il me semble, retrouvent des traces de ce qui aujourd'hui serait appelé des transidentités, et qui à l'époque, par des questions les personnes ne savaient, à la fois ne voulaient pas reconnaître, je pense, et aussi voyaient tout par un prisme qui ne prenait pas, qui ne concevait pas, ou qui ne voulait pas concevoir, ou qui voulait effacer les questions trans, des personnes qui vivaient dans d'autres genres que ceux qui avaient été assignés à la naissance, même si donc du coup, c'est qu'il y a eu un processus, mais à travers les siècles, en fait, depuis cette époque-là, d'effacement aussi de diversité de genre dans d'autres cultures, dans les autres cultures que la culture européenne blanche. C'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est parce qu'on retrouve dans plein d'espaces ces traces que... Voilà, moi, je montre les archives où on trouve ça, mais c'est des personnes avant moi qui ont mis ça en lumière. Moi, j'ai pas découvert des choses qui n'étaient pas là. Mais dans cette perception, la perception eurocentrée des transidentités, il y a effectivement tout un calendrier qui passe par Lily Albé et qui passe par d'autres personnes et qui aussi lie complètement
la transidentité, les transidentités à la médicalisation et aussi à une forme de binarité. Et donc, cette découverte, on va dire, de cette invention moderne des transidentités, elle écrase ces histoires-là. Elle écrase ces histoires-là et même aujourd'hui, elle continue à être en conflit parce que si on va dans différents espaces, il y a des groupes qui ont leur propre vocabulaire, leur propre façon de vivre leur transgression de genre, etc. Mais de fait, la transidentité telle qu'elle est charriée par la modernité, elle vient corriger ça et aussi avec ça peut être par le biais d'ONG, de bailleurs de fonds, etc. Elle prescrit un vocabulaire et aussi la bonne façon d'être une personne trans. Et de fait, mais c'est des choses, des phénomènes qu'on retrouve aussi en Asie, de fait, ces transidentités qui sont précoloniales, elles sont gommées, elles sont écrasées sous voilà, cette modernité toute récente et qui veut pas prendre compte, qui veut pas voir qu'il y avait des choses avant qui ont été réprimées par la colonisation. Sur ces questions d'effacement actif, je vais faire une boucle, je vais revenir vers toi, Ève. Parce qu'on en a sur les questions d'effacement actif et du coup même hors des questions, pas hors parce que je pense pas qu'on puisse penser le système global dans lequel on vit en dehors des questions coloniales, mais du coup dans ce système et la question que tu posais tout à l'heure de pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de personnes trans qui créent, qui vivent en tout cas de leur création, parce que qui créent il y en a plein, mais qui en vivent, qui le font dans des cadres d'institutions ou au moins en lien, pas forcément dedans, mais et de la même façon, on a pas mal discuté avant de faire cette table ronde, donc il y a beaucoup de... Oui, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Mais cette question d'effacement des personnes trans, qui est un effacement invisible et un effacement passif, et pas tellement au final, mais est-ce que tu veux bien rebondir? Est-ce que tu veux rebondir dessus? Oui, je peux essayer. Et puis vous m'aiderez. Je suis pas chercheuse. Moi, c'est des retours d'expérience ou de partage avec d'autres personnes de la communauté des meufs trans, entre autres. Je suis une personne blanche aussi, donc je parle depuis cette histoire-là. On se posait cette question avec Arsène et moi, je me disais, un des trucs qui a fait que j'ai 41 ans, en fait. J'ai fait un coming out, j'ai dû attendre d'avoir 39 ans, je pense, pour réussir à l'assumer. Et je pense, entre autres, c'est pour des raisons dont parlait Jenny aussi, je ne sais pas avec quel mot, mais c'est hyper violent, en fait. Et avant de pouvoir encaisser ça, des gens qui vont transitionner très tôt, hein, mais je crois que je savais, en fait, quelle violence m'attendait, les difficultés qui m'attendaient, et c'était vachement plus confortable dans cette douleur de rien faire. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui sont juste pas visibles parce que c'est trop dur, c'est trop violent, ou en tout cas tu le vis comme tu peux, ou tu peux dans ton coin, ou t'en crèves aussi. Le taux de suicide des personnes trans est je ne sais combien de fois plus élevé, j'ai pas les chiffres, mais Google les a. Et après, de fait, il y a quelque chose aussi autour de l'invisibilisation. Moi, si je tape mon nom, là, Ève Magot, il y a un tweet transphobe qui ressort en premier. Alors maintenant, ça y est, le site La Fronde ressort. J'ai regardé tout à l'heure, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était un tweet transphobe qui déforme mes propos sur un coming out que j'ai fait professionnel pour le réseau et le boulot. Mon boulot, j'ai 12 ans de boulot référencé, en fait, et il a disparu. Pour les réseaux sociaux, pour si j'écris à un lieu et que je dis je m'appelle Ève Magot, ils tapent Ève Magot, il y a Walou, en fait, il n'y a rien. Ils ne vont rien trouver, en fait, de mon boulot. Et non, j'ai pas envie de mettre mon nom d'usage précédent, en fait. Juste parce que ça me fait chier de dire ex machin ou ex truc. Donc,
je dirais ça, c'est hyper factuel et matériel. Hein. C'est comment je disparais. Et à un moment, ça a de la valeur, ce taf, que je peux ou pas utiliser pour étayer la suite. Et ben là, je l'étaye pas la suite, en fait. Et je pense aussi qu'il y a les violences administratives, médicales, enfin, avoir accès, on a des droits, hein, mais souvent je pense aux États-Unis. Alors c'est peut-être un peu touchy comme parallèle, mais tu as plein d'États aux États-Unis qui ont le droit à l'IVG, mais c'est rendu tellement compliqué que de toute façon, de fait, tu peux pas y accéder. Bah, moi, des fois, je me dis sur certaines conditions médicales ici, je pense à la transidentité, si on veut être sur des parcours de soins, de médicalisation, c'est rendu hyper complexe, c'est rendu chronophage, énergivore, douloureux, chiant, lourd, pesant. Enfin, on peut, hein. Faut avoir des ressources, faut avoir du temps, faut avoir une certaine solidité. Et tout le temps passé là, par exemple, c'est du temps qui n'est pas passé à faire autre chose. C'est du temps qui n'est pas passé à écrire à des partenaires, à écrire des dossiers, à avoir de l'énergie pour créer. Donc je pense que ça participe à un endroit. C'est la première année que, après 12 ans de boulot, que peut-être je ne renouvelle pas mon intermittence. Je me dis pourquoi ça arrive maintenant ? Pourquoi ça arrive là ? Parce que j'ai passé du temps à autre chose. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je sens mon arborescence qui part et je passe la parole à mes collègues. Ouais, peut-être que c'est du coup le moment pour faire un deuxième tour, puis ensuite peut-être des questions, parce qu'on était à peu près dans notre timing, c'est super. Et cette deuxième question, en fait, c'était aussi par rapport à ce temps, le fait que ce soit chronophage, en fait, d'être trans par rapport à un système qui empêche à plein d'endroits, parce qu'il faut, y a un travail invisible qui est énorme, où il faut, en fait, il faut pas juste présenter une œuvre, mais il faut venir aussi former, il faut venir réexpliquer, il faut venir former pas à une personne, mais potentiellement à chaque personne de l'équipe si le travail n'est pas fait en amont. En même temps, gérer je sais pas, les changements de prénom à l'URSSAF, les déclarations de taxes, les changements de prénom aux impôts, à la Sécu, qui prennent parfois des mois. Voilà, si vous avez n'importe quelle démarche à faire à la Sécu, vous savez, voilà, rajoutez-en 2. Et 3. Et à toutes les administrations. Mais du coup, comment est-ce qu'on s'organise aussi pour pas être seul voilà, par rapport à ça, par rapport à des systèmes qui empêchent à plein d'endroits aussi, parce que sur de l'administration, mais aussi pour les personnes qui sont à des croisements voilà, de discrimination, on ne peut pas penser le genre en dehors de la race, et on ne peut pas penser le genre non plus, si on le pense en croisement, aux intersections aussi, des questions de handicap, donc de validisme, des questions de sexisme aussi, parce que ça se touche, on n'est pas touché de la même façon par les questions trans, qu'on soit une femme trans ou un homme trans. Des questions de classe, bien évidemment. Comment est-ce que, en fait, toutes les personnes à cette table travaillent en collectif, ce que je trouve assez significatif c'est pas forcément tout le temps, c'est pas forcément un point qui revient systématiquement dans l'art, et en même temps j'ai l'impression que quand il s'agit de beaucoup de personnes trans, de personnes queer, c'est un modèle qui revient énormément, et du coup voilà, je sais pas qui voudrait se lancer là-dessus, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Donc moi, je fais partie du collectif Case Rebelle. Je suis cofondatrice du collectif. Il existe depuis 12 ans maintenant. 12 ans. Donc c'est un collectif noir. Voilà, on a commencé par un podcast. Et donc on parle de toutes les formes de... On travaille sur toutes les formes de domination d'un point de vue afrocentré. De fait, Case Rebelle, c'est un peu ma famille, quoi. C'est vraiment des personnes qui me portent, et qui aussi, effectivement, dans les moments de tout ce qui est un peu lié à la transition, qui m'aident. Et on est, à l'intérieur du collectif, il y a une solidarité très forte sur toutes les questions qui nous traversent. Et je sais pas si j'aurais pu transitionner en fait hors de ce collectif, parce que de fait moi j'ai
transitionné très tardivement. Et donc moi je suis né dans les années 70 pour vous donner une idée. Hein. Et les questions de tout ce qui est lié à la race et à la classe, hein, tout ça fait que j'ai pas trouvé l'espace pour arriver à la transition, à la transidentité avant très très longtemps. Et je pense que il y a le temps il a fallu que je m'autorise à formuler certaines choses, mais aussi l'énergie, voilà, être dans un cadre où il y avait suffisamment d'énergie, de force de combat, et ça implique aussi de ne pas avoir à renoncer, à une part de ce que je suis pour essayer d'être bien dans un collectif qui serait que sur la transidentité, etc. Et aussi, oui, c'est aussi la capacité d'action qui vient du collectif, mais parce que je pense que dans ce collectif, on est en amour avec l'idée de collectif, on signe plein de choses de manière collective, on favorise, on privilégie l'anonymat et les signatures collectives et l'énonciation collective, parce qu'on pense que c'est la meilleure façon de faire, la meilleure façon de se donner de la force, et ça permet aussi d'éviter l'élection d'une figure comme ça. Je veux dire, c'est un peu ce qui se passe dans les enjeux. Ça se passe énormément dans les enjeux liés à la race, mais ça se passe énormément dans les enjeux liés aux transidentités, c'est-à-dire trouver. On va se focaliser sur la Laverne Cox, sur quelqu'un d'autre, et c'est très très dur de s'éloigner de ces dimensions toxiques a posteriori, et c'est pour ça que ça nous semble vital de faire collectivement, et c'est pour ça que pour moi ça a toujours été évident que quand on pourrait, on sortirait un livre sur les transidentités noires, un livre collectif. Merci. Jenny, est-ce que tu voudrais parler à la fois d'offense et de comment... parce que ça vient d'un collectif aussi, du coup, dans mon dessin. Oui, c'est ça. Du coup, le collectif, pour répondre à ta question, ça va être un peu oui et non. Parce que, effectivement, donc, Ève, tu disais tout à l'heure que t'es pas sûr de renouveler cette année, le temps qu'on passe, etc. Ben ouais, moi l'année de mon coming out, j'ai tout simplement perdu 80% de mon travail. J'ai perdu la totalité du travail que j'avais en tant que technicienne. Et ce que j'ai gardé, c'était mes places d'artiste en musique et le collectif Offense. Puis après, j'ai rejoint d'autres collectifs comme le Cirque Queer. Donc, en ça, oui, parce que effectivement, être artiste en collectif ou en groupe de musique, c'est aussi une espèce de mini-collectif. Hein. Ça rend possible, par exemple, tout simplement de transitionner, ce qui n'est pas possible ailleurs. C'est pas possible de transitionner dans des équipes techniques. Enfin, genre, à l'époque où je l'ai fait, j'en sais rien, je dis pas des généralités, mais moi, je pouvais pas le faire. Et c'est pas possible non plus de transitionner en tant qu'artiste-interprète dans des équipes classiques. Enfin, genre, c'est très compliqué. C'est vraiment... C'est s'exposer aussi à beaucoup de violence et il y a beaucoup de difficultés. Et donc, en ça, oui, le collectif, ça aide, mais par exemple, dans le collectif Offense, donc, j'ai fait mon coming out, j'ai commencé à transitionner, et puis en fait, on faisait de la création collective, et dans cette création collective, j'arrivais jamais à parler de c'est quoi la transition, en fait. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce truc de... c'est difficile d'en parler, c'est difficile on te donne pas trop de place parce qu'en fait, c'est vite trop dur, c'est vite trop... Voilà, trop. C'est toujours trop. Et
Et du coup, ben, j'ai dit, ah, en fait, je vais faire un solo. Et du coup, c'est la première création du collectif Offense, c'est un solo de moi. Et donc le collectif, oui, ou non, oui et non. En même temps, toutes les personnes m'ont aidé à faire ce spectacle, m'ont aidé à faire la créaille. La prod a été portée collectivement. Donc oui, oui, mais oui et non. Et après, ben, oui, j'ai rejoint, par exemple, le Cirque Queer. Mais en fait, merci Eve pour ce que tu as expliqué, tu as pris le temps d'expliquer tout à l'heure sur le temps que ça prend et l'énergie. En fait, ça prend tellement de place, tellement de temps, tout ça, que les collectifs, oui, mais en fait, les collectifs dans lesquels je fais partie, c'est aussi de la précarité, c'est aussi, on travaille dans des conditions où, genre, ben, on peut pas tout le temps se payer, mais en même temps, on a besoin de beaucoup travailler parce qu'on a des projets qui sont très ambitieux artistiquement. Du coup, en fait, il faut que je travaille à côté. Donc, en fait, je cumule beaucoup de travail que du coup j'ai du mal à trouver mes petits jours de repos qui sont pas des jours de repos en réalité, qui sont des jours de transition, parce qu'en fait c'est les jours où je vais aller à l'hôpital parce que quand on a des représentations je peux pas aller faire mes rendez-vous, enfin voilà. Donc le collectif oui, mais en même temps souvent je me dis si j'avais genre un autre taf, je dirais juste ah non, là je peux pas, là j'ai ça, là j'ai ci, là je vais en fait genre là j'ai un arrêt de travail de 3 semaines. Il n'y aurait pas besoin de réfléchir à attendre quand est-ce que sur quelles vacances je vais pouvoir caler telle opération. Enfin, genre c'est aussi, mais ça c'est plus les schémas économiques dans lesquels nos collectifs se trouvent qui nous mettent dans cette situation. Et franchement c'est difficile quoi. Sur les schémas économiques ou Quentin, parce que je pense que tout. Dans la Marne. Tout à fait, merci beaucoup. Alors moi aussi je travaille en collectif. Alors c'est pas un collectif d'artistes, c'est un collectif de chercheuses. Donc c'est l'ARC, alors c'est ARQ pour Art et Représentation Queer, où on est donc une douzaine de jeunes chercheuses. Alors ce qu'on appelle jeunes chercheuses, c'est pas l'âge, c'est en fait on fait de la recherche depuis pas longtemps. Donc on est ouvert à partir du master et pour l'instant je suis le seul docteur du collectif. Et notre collectif donc c'est pour produire, valoriser, rassembler les recherches féministes et queer sur l'histoire de l'art. Et donc nous on travaille en non-mixité ou en mixité choisie, je ne sais plus les différences entre les deux notions. J'ai bien l'impression. Et donc on est, alors c'est femmes et personnes queer. Et d'ailleurs je profite parce que d'après ce que j'ai compris, c'est que là dans le public il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Si vous voulez faire partie de notre collectif, voilà, on recrute. Et donc alors nous, pour la question justement de la précarité. Je suis le seul sur le 12-15 personnes. Je suis le seul à avoir un poste cette année. C'est un poste précaire à l'université. Mais il faut savoir que quand on se lance sur des recherches dont le sujet d'étude, c'est le genre, les sexualités, le post-colonial, le décolonial, en tout cas pour nous, notre discipline en histoire de l'art, mais ce n'est pas la seule discipline qui est touchée par ça, on ne nous accorde pas de financement parce qu'on va nous dire qu'on fait de la politique et pas de la recherche, comme si la recherche n'était pas politique. Et donc, ce qui fait que y a des thèses, la durée de thèse est beaucoup plus longue, on peut atteindre 7, 10 ans de thèse. Il y a les abandons. Et il y a évidemment le fait que si on n'est pas financé, il faut travailler à côté. Donc, on travaille, on a un travail salarial à côté de nos recherches. C'est pour ça que c'est beaucoup plus long. Quoi dire ? Ah oui, et ce qui est inquiétant aussi, c'est qu'il n'y a pas que des collectifs qui vont dans ce sens qui sont créés.
Pour le monde de la recherche, il y a un observatoire qui a été créé il y a 2-3 ans, un observatoire, alors le nom c'est l'Observatoire du décolonialisme, mais qui n'est pas du tout dans l'optique de produire quelque chose de décolonial. C'est au contraire, c'est que des réacs de droite et d'extrême droite qui sont dedans. Et ce qui est bien dommage, c'est que certains sont en poste, et donc ceux qui sont en poste depuis très longtemps font partie des comités qui vont accorder des financements aux recherches, etc. Et donc ces personnes dans ce collectif, dans cet observatoire, vont en fait lister, ils ont fait une liste il n'y a pas longtemps de chercheurs et de chercheuses qui travaillent sur ces questions-là. On m'a listé. Et ce qui est très dangereux, c'est que donc, eux, ils sont pas mal suivis par des militants d'extrême droite. Et enfin, voilà, donc ils ont nos noms, voilà, donc c'est ça fait très peur. Et c'est ça en fait, c'est quel poids nous on a qui personne n'a de poste face à des gens comme ça qui sont là depuis très longtemps et qui se sentent en fait menacés par des recherches qui sont légitimes. Enfin, si on fait une thèse sur Napoléon ou sur l'architecture du Troisième Reich, on ne va pas nous dire que notre sujet est politique. Et pour un autre observatoire, par exemple, il me semble que l'Observatoire des transidentités, qui lui est un observatoire qui produit de la recherche sur les questions trans, est constitué uniquement du coup de chercheuses, je ne sais pas si de chercheurs, mais en tout cas a été fondé par Maudieu Stoma et Karine Espinera, qui elles leur recherche la font à ma connaissance en quasi-totalité, si ce n'est en totalité, de façon indépendante. Oui, tout à fait. Oui. Bah, Karine, je crois que Karine est dans la même situation que moi. Elle n'a pas encore... Non, ça fait... Alors Karine, elle a soutenu sa thèse il y a pas mal de temps. Ouais. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans qu'elle est en poste. Donc elle est sauvée, entre guillemets. Mais effectivement, c'était comment faire marcher en fait... des recherches qui sont... Enfin, les recherches, ça prend des années et des années. Alors, sans financement, c'est très dur. Et d'ailleurs, il me semble que l'observatoire qu'elle a fait avec Maudieu Stoma, je crois que c'est fini, il me semble. C'est plus actualisé depuis 2018, depuis 2019 peut-être. Je crois, oui, je crois. Ève, sur les questions d'organisation collective, est-ce que... Et en fait, de questions matérielles et financières, au final, auxquelles on revient. C'est pas lié directement à mon identité de femme trans, c'était plus lié à la création de la Fronde, on l'a pensé en 2008, 2009, avec une autre chorégraphe qui s'appelle Ina Santes, en se disant qu'on n'avait pas forcément envie de reprendre les modèles de structuration des compagnies de danse qu'on voyait en France, une compagnie, une chorégraphe identifiée qui la dirige, qui a des aides, des subventions, enfin voilà, qui devient une sorte de marque. Et il y avait une nécessité, c'est qu'on n'avait pas fait d'école supérieure, on n'avait rien fait, on n'avait pas de carte de visite d'entre gens ou de choses comme ça, donc on s'était dit, on n'avait pas trop de connaissances non plus, juste beaucoup d'envie. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on se serre les coudes, qu'on fasse à plusieurs. Je pense qu'on venait aussi d'une culture du collectif en lien avec toute la culture hip-hop aussi. Il y avait ça qui jouait vachement, faire ensemble. Et donc on s'est dit on va faire à plusieurs, on va créer une structure à plusieurs pour produire des pièces. Peut-être on fera des trucs ensemble, plateau. Peut-être on fera pas des trucs ensemble. Globalement, pas trop des trucs ensemble au plateau. De temps en temps du soutien, mais beaucoup de backup, de pensée, de réflexion sur le monde, de choses en partage. Donc ça fait depuis 2011 maintenant officiellement. Et on a produit, je pense, plein de trucs. Donc voilà, ça marche. Ça a ses limites. On se rend compte actuellement qu'il faut peut-être qu'on retrouve de la souplesse et qu'on fasse évoluer les choses parce que ça date déjà un peu. Ça n'a rien de révolutionnaire, hein. Plein de gens qui font des choses ensemble. Là où on se rend compte faire des choses ensemble.
C'est pas la révolution. Enfin, pas tant que ça, en fait. Mais ça bloque quand même. Voilà, juste petit retour d'expérience. Au bout d'un moment, les institutions ont des attentes d'identification d'un artiste, d'une structure forte. Et il y a ou pas un plafonnement du soutien. Genre, retour d'expérience. La mutualisation dans la Macronie, c'est t'es deux, tu fais 2 fois plus avec pareil. Mais c'est pareil partout, c'est pareil à l'hôpital, c'est pareil. Donc en fait, c'est tout bénef quand tu as des artistes qui s'associent et qui disent ah, on va bosser ensemble, bah oui, on va vous donner le même montant de sub, démerdez-vous avec ça. Sur le papier, c'est super. Hein. Au bout d'un moment, c'est épuisant. Donc, et ça atteint ses limites, genre de développement, de rayonnement, de qui tu peux embaucher, de comment tu peux travailler, de la précarité que ça pose en fait, de vouloir faire les choses ensemble, de vouloir les faire différemment. Donc il y a peut-être des expériences, c'est joyeux, hein, c'est joyeux, il y a plein de créations, plein de trucs chouettes. Ça, là, retour d'expérience, ça atteint ses limites avec... c'est un peu comme la transition, le problème, c'est pas d'être dedans, hein, c'est comment c'est vécu depuis l'extérieur, en fait, et ce qui est renvoyé. Bah, c'est un peu pareil, là, je dirais. Et voilà, petit parallèle, pas très glorieux, mais je l'ai fait. Je peux passer la main. Non, je sais. Est-ce que quelqu'un voulait rebondir ou sur ce qui a été dit un petit peu avant, et puis sinon peut-être que... Parce que si, il y avait une autre chose, une autre expérience, enfin de collectif du coup qui s'est monté, mais vraiment pour de l'autodéfense. C'est oui, si pour s'organiser en fait en défense. C'est le site Représentrans. Tout parce que là, du coup, avec Michaelette, nous avait parlé de représentation à l'écran, et une chose qui revient souvent, et c'est de faire porter l'histoire, en fait, d'habiller en l'idée d'une personne trans, des personnes cis, des acteurs, des actrices qui ne partagent pas cette expérience, ce qui serait à la limite pas tant un problème si c'était partagé, et s'il y avait un peu l'inverse qui se faisait aussi, c'est-à-dire des personnes trans qui jouent des personnes cis qui jouent des personnes trans, des personnes cis qui jouent des personnes cis, des personnes trans, voilà. En l'occurrence, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices trans et qui ne jouent rien. Et puis il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices cis qui jouent des rôles de personnes trans. Donc ça fait qu'il y a un déséquilibre, des choses qui reviennent, des rôles qui sont joués de façon mésinformée, sur des stéréotypes, sur des... Et donc il y a ce site, un collectif d'abord, plusieurs personnes qui sont associées et qui ont monté un annuaire en fait, d'acteurs et d'actrices trans. Donc c'est Représentrans. C'est autogéré, c'est-à-dire que les personnes s'inscrivent et dans l'idée de pallier un petit peu, en fait, de dire que ce soit plus possible de dire aussi que cette création, ces personnes n'existent pas. Il y a une liste, elle est énorme en plus, il est gigantesque ce site. Et donc voilà, que ce soit pas on n'a pas trouvé, mais que aussi on n'a pas cherché. J'ai l'impression que, voilà. Et qu'il y a ces questions toujours de faire poids, et ne serait-ce que de faire poids si c'est pas de façon financière ou de façon d'espace, de faire poids en poids en groupe, quoi, en se mettant ensemble. Voilà, c'était juste ça. Et après, je sais pas si quelqu'un ou quelqu'une, ou si vous voulez rebondir poser des questions, rebondir sur ce qui a été dit, que ce soit sur d'autres partages de collectifs. Ou des retours. Est-ce qu'on passe un micro, d'ailleurs ? Vous avez parlé de certains pronoms qui étaient utilisés pour les personnes transgenres, et aussi d'organisations qui étaient plutôt destinées aux transgenres qu'aux non-transgenres. Et je me posais la question de si c'était de l'équilibre entre l'autoségrégation et l'intégration, et de qu'est-ce qui était bénéfique pour une société inclusive. Je peux répondre aussi. Pour les pronoms réservés aux personnes transgenres, non, c'est-à-dire que c'est réservé à ceux et celles qui l'utilisent.
Donc c'est-à-dire que c'est réservé à personne, c'est-à-dire que si une personne a envie d'utiliser un mot, la personne l'utilise. Voilà, parce que je crois que le langage appartient à tout le monde. Et moi, je trouve ça même plutôt assez joyeux, en fait, que des personnes se réapproprient le langage et se disent, bah là, il, elle, ça me va pas trop, bah, on va faire yel et le tente. Et il y en a qui collent, il y a des listes de néopronoms. Vous allez juste sur Wikipédia, elle est énorme. Il y a al, all, ul, il y en a plein que je n'ai jamais croisé, à part sur Wikipédia. Il y en a que j'ai croisé une fois dans un livre. Il y a des livres où tout change, et ça, et en fait, tout ne reste pas dans le langage, et c'est pas non plus très grave d'avoir des espaces d'expérimentation. Et ensuite, sur les questions de mixité, de non-mixité, de mixité choisie, je pense qu'il faut garder en tête aussi que, et notamment sur cette question de collectif, que la mixité choisie, en fait, le moment de se retrouver entre personnes qui partagent une expérience ou un bout d'expérience, parce qu'on n'est pas que trans, on n'est pas que noir, on n'est pas que pauvre, on n'est pas que voilà, ou d'une banlieue, ou enfin voilà, on n'est pas que une chose, mais de se retrouver ensemble pour, ça peut permettre de faire poids en fait, par rapport à des récits qui sont hyper représentés. À un moment aussi, ça peut être un moment pour partager des voix, pour partager, pour partager cette expérience spécifique. Et en fait, souvent, on ne fait pas qu'une chose. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de 7h à 19h ou de 7h à 23h, on n'est pas dans ces collectifs en non-mixité. La plupart de la vie se fait en mixité. Et il y a peut-être des projets, enfin, il y a eu des projets politiques de séparatisme de plein de genres, en fait, dans tout, dès qu'il y a des communautés, alors qu'elles soient, enfin, mais même des communautés d'idées. Il y a des personnes qui ont envie de vivre dans... Bon, en fait, il y en a plein, des communautés, que ce soit des communautés de hippies, il y a eu des tentatives de... Il y a eu des villes, des tentatives de villes uniquement noires aux États-Unis, qui se font pour plein de raisons, pour des raisons d'en avoir marre de subir des violences, pour des tentatives d'organisation. Il y a plein de groupes religieux qui vivent de façon recluse. Là, quand on parle, nous, de passage de non-mixité, moi, je pense que tout le monde a très envie d'aller acheter un hameau avec ses potes et de vivre à 30 et d'avoir un espace et un lieu pour créer, ça, il n'y a rien à dire. Mais, je sais pas, peut-être vous le partagez, peut-être pas, peut-être vous êtes en mode dans la campagne, c'est chiant. Mais voilà. Pardon, je dévie. Mais qu'en tout cas, c'est pas forcément un projet de faire une société ensemble qui ressemble à ça. Une société entière qui ressemble à ça, où chacun est dans une case, puis personne n'en sort pas, et voilà, et chacun crée son de côté. Mais plutôt, en fait, de se dire que d'avoir des temps un peu de repos, où des choses ne sont pas questionnées, où du coup, la question d'exister, est-ce que c'est légitime de parler en tant que personne noire, est-ce que c'est légitime de parler, en fait, de ce temps, justement, dont on parlait tout à l'heure, de réexpliquer sans cesse les mêmes choses, et ben, d'avoir juste des moments où on se dit... Bon, là, on souffle, on n'a pas à se réexpliquer. On part d'une base commune, qui n'est jamais une base tout à fait 100% commune. Mais en tout cas, il n'y a pas... Voilà, on se retrouve dans un espèce de lieu pour souffler, et en fait, qui permet aussi de repasser... en fait, voilà, de revenir ailleurs. Juste, moi, je vais diverger un peu. Je pense que la non-mixité, elle n'a pas... à être rassurante, et que aussi les mots ont une charge, en tout cas ils désignent un sens, c'est-à-dire que quand vous parlez de société inclusive, c'est parce qu'on considère bien qu'il y a un groupe qui devrait faire la place à d'autres, et encore une fois, il s'agit de dynamiques, même si on les pense... positive qui dans le sens du discours et dans le sens des actes que ça produit qui reste éminemment problématique, comme un peu on en parlait, le titre penser les autres, qui sont les autres en fait, quoi, voilà. Et donc dans ce sens-là, je pense que inclusif, c'est un mot qu'il faut vraiment questionner. Quant à auto-ségrégation, je pense que c'est pas un joli mot du tout. Voilà, parce que ça sous-entendrait que des gens se feraient volontairement du mal, etc. Enfin, la non-mixité, c'est pas de l'auto-ségrégation, en fait.
Moi, je voudrais simplement préciser que les espaces et les groupes en non-mixité cisgenres sont légion et qu'ils ne sont jamais remis en question et jamais discutés. Du coup, Et que la plus grande communauté qui vit en non-mixité, c'est les personnes blanches, mais elles ne se pensent pas comme une communauté. Et valide. Pour l'instant, la société, on est dans une société exclusive, en fait, vraiment, qui fout aux marges, quoi. Donc, C'est un peu, le nom des comités Hauts-de-France et la Fronde font penser qu'il y a une certaine colère. C'est pour ça aussi que je me disais ce qui était plus, qui conduisait le plus à une société plus inclusive en termes de stratégie. sur les questions de colère, je pense qu'il faut... En fait, il y a aussi... Oui, il y a de la colère, en fait, quand on s'en prend dans la gueule toute la vie ou quand on vit dans... Il y a un livre que j'aime beaucoup et qui s'appelle Time is the thing a body moves through. Enfin, il n'est pas traduit, ça serait bien qu'il soit en projet de traduction. Où l'auteuriste dit quelque chose comme « C'est quand même incroyable de vivre dans une société où on ne se rend pas compte qu'on est possible jusqu'à nos 20 ou 30 ans. » Et en fait, de ne pas pouvoir concevoir son existence jusqu'à ses 20 ou 30 ans, ou plus tard, enfin, plus tôt peut-être, mais plus tard, et puis souvent c'est pas quelque chose dont on parle, enfin moi des personnes, les questions de personnes trans, mais de la même façon les questions de questions de domination, on n'a jamais parlé à l'école, ou de façon hyper light, et voilà, après... En famille, enfin après voilà, ça dépend. Après, ça fait que ça tombe sur des questions de famille. Est-ce qu'on tombe au bon endroit? Mais de façon globale, d'être dans une société où rien n'est fait, en tout cas, de façon pour qu'on puisse envisager que ces possibilités-là existent, évidemment que ça met en colère. Évidemment que ça met en colère. Je trouve que c'est plutôt sain d'être en colère face à des inégalités. Je trouve que c'est plutôt une réaction qui plutôt saine, et qu'en fait, il faut pas être Enfin, c'est pas une menace personnelle et individuelle, cette colère. Et je pense qu'il faut aussi apprendre à être dans l'inconfort de voir quelqu'un qui est en colère et juste de pas forcément vouloir soigner ou apaiser cette colère, mais en fait juste aussi de pouvoir l'entendre, de pouvoir aller dans son sens, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, plutôt que de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour qu'elle prenne moins de place, de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il n'y ait plus de raison d'être en colère. Et... C'est ça, une société inclusive pour moi. Parce que la question, du coup, c'est pour ça on peut revenir sur l'inclusif ou sur le sens du mouvement et sur cette question de marge. C'est-à-dire que, est-ce que l'enjeu, c'est de faire en sorte que toutes les personnes ici qui se sentent cis ou se pensent cis, etc., se sentent mieux par rapport aux enjeux qui nous concernent, ou est-ce que l'enjeu, c'est de voir en quoi ce qui est prononcé de manière aiguë dans nos existences amène à interroger les réalités de genre qui sont celles de toute la salle, en fait. Je ne sais pas si c'était clair. On est là pour vous sauver, en fait. Alors personnellement, ma question concerne la joie trans parce que c'est quelque chose qui me pose beaucoup de questions dans mes problématiques personnelles en tant qu'artiste non-binaire. Parce que le fait est que beaucoup de représentations qu'on peut voir aujourd'hui sont très souvent centrées autour du pathos trans et plus largement queer, puisque sur le plan de la sexualité, c'est souvent similaire. Et justement, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est comment est-ce que vous faites pour exprimer ou tenter d'exprimer la joie trans, alors que justement, vous pouvez vous retrouver, ou plutôt on peut se retrouver confronté à ces difficultés dans le processus de création et de vie, en fait, puisque les deux vont de pair, comme vous avez pu l'exprimer, en fait. Donc, comment est-ce que, personnellement, vous abordez ça, et est-ce que vous réussissez à exprimer la joie trans?
Mais j'ai envie de te dire, cher collègue, j'espère que tu apporteras des réponses. Et bon courage. Merci. J'ai essayé de prendre un rendez-vous et je me battais pour avoir un rendez-vous avec une secrétaire de Chir. Mais vraiment, hein, je me sentais pathétique, miséreuse, je devais quémander. J'ai jamais eu le rendez-vous, hein, je me suis battu. Hein. Et j'ai une amie qui me disait, ouais, elle nous aime pathétique en fait. Elle nous aime quémandante. Il y a aussi un truc où on se met pas dans une case. Hein. On nous met dans des cases. Donc ouais, tout ça pour dire que garder du plaisir, garder du désir, garder de la joie, ouais, on la cultive. On la cultive comme on peut. Est-ce que c'est ce qu'on veut toujours partager dans le boulot? Des fois, ouais. Des fois, non. Si c'est ça ton moteur, si c'est la joie et le plaisir, bah fonce. Je serais ravi de venir voir tes œuvres. Moi, une des dernières pièces dans le livre, c'était une des questions centrales. Et je me suis dit, il y a un livre qui s'appelle Pleasure Activism, qui m'a accompagné beaucoup. Et de me dire comment est-ce que là-dedans, je garde la notion de plaisir. Et à chaque fois que je devais faire un choix pour cette création, je me disais, tu décides ce qui te fait plaisir. Ce qui n'a jamais été le cas dans ma vie trop fort. Et là, c'était possible. C'était possible aussi parce que j'étais en travail avec une équipe et qu'on venait travailler sur la notion de plaisir, de la sexualité, de l'érotisme, que je ne l'adressais pas depuis une expérience de meuf trans au début. Que ça s'est fait en chemin aussi. Et donc, comment c'est possible? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop quoi répondre à comment c'est possible, c'est trouver les ressources en toi si c'est quelque chose qui est moteur. Est-ce que aussi les personnes trans ont le droit au plaisir? Est-ce que les déviants et les déviantes sociaux ont le droit au plaisir? De représenter leur plaisir aussi, alors que c'est dans des cadres où la déviance sociale, elle ne va pas être vraiment acceptée. Donc, des cadres de représentation, je parle. Donc c'est un travail, Alors la fronde, bah ouais, parce que c'est un combat. En colère, bah ouais, parce que ce matin, il y a quelqu'un qui a voulu m'écraser 2 fois. Et c'est pas qu'une légende dans les spectacles de Jenny que j'adore voir. Je ne savais pas que ça pouvait arriver pour de vrai. Donc voilà, bisous. La joie trans dans la création artistique, j'ai pas encore réussi. Je suis pas encore passé par là. Je pense que aussi, pour l'instant, même dans ma vie, j'ai trop peu l'occasion de la vivre, cette joie trans. Et j'espère que ça arrivera. Du coup, ouais, peut-être quand on est dans le pathos, en fait, genre, j'ai plus rien. Genre, c'est comme ça, genre, tu vois. Et après, la joie trans, je la vois tout le temps quand je joue mon spectacle parce que, en fait. Il y a des meufs trans, et pas que des meufs aussi, qui viennent me voir et qui me disent mais tu leur as dit tout ça, genre en 1 heure, t'as tout raconté. Et après, alors, ces personnes reviennent avec leurs parents, avec leurs oncles, machin. Alors, écoutez-la, ah ouais, ça pour moi, la joie trans, elle est là, c'est que j'ai tout. Après ce spectacle, j'ai quand même fait pas mal de productions artistiques dans ma petite carrière, mais ce spectacle, j'ai toujours dans mes messages Insta, quand je joue, des énormes messages de remerciements de personnes trans. Et pour moi, la joie trans, elle est là. Et du coup, genre, merci, c'est trop bon, quoi. Il y a une question. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un merci pour répondre à la question de l'autoségrégation. Moi, je remercie spécialement F qui précise quand même qu'à un moment donné, ces questions-là, c'est pas qu'on se les posait ou qu'on se les posait pas, c'est qu'elles n'existaient pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de champ de possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à savoir si tu es ci, ça, et pourquoi tu es toujours à côté de la plaque, et pourquoi il n'y a jamais rien qui répond à rien, juste parce que tu n'existes pas. Donc la question de l'autoségrégation, moi j'ai quand même la sensation que pour nous, elle a été totale, c'est-à-dire qu'un certain nombre de gens n'ont jamais existé, même pour eux-mêmes. C'est ça qui est pire. Enfin, je veux dire, donc cette question des possibles, merci Eve de l'avoir formulée aussi clairement, parce que sans représentation, même si elles sont pathétiques et pas suffisamment joyeuses, même si elles sont pas exactement ce qu'on voudrait ou ce qu'on voudrait ou ceci, cela, au moins, un jour, on peut se poser la question. On y répond pas, on se sent fort, pas assez fort, et tout ce qu'on veut. Mais
au moins, il se passe quelque chose. Donc moi, l'autoségrégation, ouais, ok, bah merci pour l'autoségrégation, en fait. Voilà. Donc déjà, je trouve que ce qui a été dit, c'est vachement intéressant. Le fait de ne pas se reconnaître et de ne pas avoir d'identité pendant super longtemps. Et j'ai envie de revenir sur le fait que on n'est pas égaux sur tout le territoire, que dans les villes, il n'y en a déjà pas beaucoup de représentation, je trouve, mais que dans les plus petits villages, dans les campagnes, etc., il n'y a rien. Moi j'avais pas la travailleuse du sexe dans mon petit village. Et moi, j'ai passé ma vie à me demander ce que j'étais, à me dire que c'était de ma faute. Et j'ai appris ce que c'était la transidentité qu'à partir du lycée, quoi. Juste parce que j'étais pas sur un plan d'égalité par rapport à l'offre culturelle, à l'offre tout ça sur mon territoire. Et si j'ai une question à vous poser par rapport à ça, ce serait en tant que collectif, quelle place où est-ce que vous le mettez, à quelle importance de venir aussi dans les endroits où il n'y a pas ça, où il y a personne pour nous dire qui on est, genre. Je pense qu'on est pas mal là à avoir... on n'a pas eu le temps, Quentin, mais avoir grandi en tout cas pas forcément en centre-ville ou dans les grandes villes ou dans les principales grosses villes, quoi. Et moi, forcément, je suis un peu biaisé parce que ça fait 4 ans, mais du coup 3 éditions que j'organise un festival, et qu'en fait, une fois moi, du coup, j'ai grandi à la campagne aussi, et effectivement... je pense que la première fois qu'on m'a dit trans, c'était une blague que quelqu'un me faisait, puis moi, du coup, j'ai pas compris. Oui, parce que je savais pas ce que ça voulait dire. Donc j'ai dit, je sais même plus ce que c'était. C'était même pas par rapport à moi ou quoi. C'était juste un truc, une blague comme ça. Puis moi, j'étais en mode, bon. Donc il a fallu un peu plus de temps. Après, je pense que la première personne trans que j'ai rencontrée, c'était à Reims d'ailleurs. C'était pendant les Biscuits Roses. Voilà, c'était une personne, je sais plus, mais c'était une personne qui avait fait tout un film sur sa vie, un court-métrage qui était super d'ailleurs. Après, j'ai oublié l'existence des personnes trans, puis je m'en suis rappelé un petit peu plus tard. Bref, tout ça pour dire que ça dépend complètement aussi des campagnes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses hyper belles qui se font sur les questions d'être trans et d'être queer à la campagne. C'est une question qui se pose aussi parce que y a la question de comment, si on y a grandi, comment on y retourne, si on n'y a jamais été, mais qu'en même temps les villes pour X raisons, parce que comment est-ce qu'on y va, qu'est-ce que c'est, les questions d'isolation, de solitude, elles se posent en fait à tous les âges aussi. Grandir en étant trans ou en étant queer à la campagne, c'est hard d'une autre façon que dans les villes, mais du coup c'est hard pour des questions d'isolation, de représentation. Mais vieillir aussi, du coup, parce que être là, le vieux trans du village ou la vieille trans du village, si on est seul, c'est pas forcément facile. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe, voilà, c'est aussi à côté de qui on tombe. Ouais, là j'ai l'impression qu'aujourd'hui, et encore sur des questions de réseau et de collectif, et après ça vaut à toute petite échelle, parce qu'en fait, Jenny le disait, une fois qu'on creuse un peu, les communes trans, elles sont toutes petites. Alors elles sont à la fois grandes et toutes petites, mais il y a des réseaux de choses qui se font pas dans des villes. Là il y a une école qui se monte au nord de Montpellier, une école autour de pratiques corporelles qui est portée par des personnes queer et des personnes trans. Ça va se faire dans l'année, voilà, a priori, mais dans des choses qui sont pas forcément hyper localisées. Et après, pour les questions d'apporter, je crois qu'en ce moment, en tout cas, il y a plein de personnes qui ont envie de pas pouvoir être trans ou queer qu'en ville,
et que c'est des questions qui se posent, puis qui se sont posées aussi. Il y a des lieux comme Folter, le 5 Vat, qui est un lieu queer, un lieu PD qui existe depuis hyper longtemps, je sais même plus où il est d'ailleurs, mais qui est perdu, vraiment perdu dans la campagne, et qui est un lieu qui vit ponctuellement. Il y a aussi plein de lieux ponctuels. Voilà. Après, j'ai pas de recette. Je pense que c'est une question que plein de personnes se posent en ce moment, tentent, essayent, puis font et défont aussi, parce que du coup, sur des collectifs, ça dépend de... Donc, à part ça, faire et défaire, mais... Il faut organiser des prides rurales. Ça se fait, là, et c'est super. Moi, j'ai participé à l'organisation de la pride rurale à Cray, dans la Drôme. Il y en a une à Villefranche-de-Rouergue. J'imagine qu'il y en a eu d'autres dans les endroits où je zone moins, du coup, je ne suis pas au courant. Mais ça, c'est vraiment super. Et moi, j'ai adoré le faire parce que on retrouve tout l'intérêt que peut-être certaines personnes ont perdu de la Pride, mais c'est pas mon cas, mais en tout cas là c'est très 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 concret, la Pride qui passe à Cray, tout le monde l'a vu. Voilà, tout le monde l'a vu, tout le monde en parle. Comment dire, l'impact en termes de visibilité est très concret, palpable du jour au lendemain. Du coup, faut faire des Prides rurales à fond. Il y avait encore une question là tout à l'heure. Merci. Donc, je suis en formation d'artiste de cirque. Je suis aussi non-binaire. Donc, pour moi, la question de comment amener ça sur scène est très présente ces derniers temps. Comment parler du monde queer, en fait, de manière assez large. Et je me retrouve souvent dans un espèce de dilemme avec un jargon du monde queer qui est très précis, qui n'est pas toujours très accessible pour les moldus, on va dire. Et en même temps, j'ai pas envie de faire de l'éducatif et de tomber dans quelque chose de méprisant, ni de porter une charge de devoir éduquer les gens, puisque j'ai l'impression que ces vérités, juste, elles existent et elles n'ont pas besoin d'être particulièrement défendues ou d'éduquer les gens avec ces mots-là. Et je me demandais comment... Je connais pas tous vos travaux, mais je me demandais si vous aviez été confronté du coup à cette question de... est-ce qu'il faut éduquer les gens avant de parler d'un sujet? Est-ce que juste on en parle? Voilà, comment est-ce que vous aviez abordé ou pas ces sujets-là? Comme cher collègue, bienvenue, et tu vas trouver les réponses toi. Non, mais vraiment, c'est parce qu'on ne peut pas avoir les réponses pour toi, en fait. Des fois, j'ai besoin d'être dans la pédagogie, j'ai besoin d'être dans une forme de soin, et de soin de comment je vais passer le message, de travailler les textes, de travailler l'interaction, l'interrelation, c'est important pour moi. Et puis des fois, t'as juste pas l'énergie, pas l'envie, et tu balances un truc brut de décoffrage en pleine face, et ça a autant de valeur. Donc je pense que ça dépend d'où t'en es, ça dépend aussi de tes pièces qui vont se répondre les unes après les autres, en fait, de tes œuvres aussi ça va faire œuvre au bout d'un moment. Donc peut-être une fois que tu auras été peut-être explicative à un moment, tu auras fait, t'en auras marre, tu feras autre chose. Peut-être que ça passera par de la poésie, par quelque chose de très poétique et d'abstrait, et que pour autant ça aura eu un impact à l'endroit où tu veux. Donc continue à faire... Enfin, je pense que c'est vraiment des parcours artistiques au long cours aussi auxquels tu peux aussi te faire confiance et laisser le truc avec le process. Fais ce qui est important pour toi. Et si tu fais pas toi la pédagogie, il y a d'autres qui la font. T'es pas seul. Il y a aussi plein de choses qui se passent, et te mets pas une responsabilité que tu veux pas porter, quoi. Voilà, ça c'est mon conseil de vieille. Oui, je pense que tu peux clairement tout faire. Et il faut se poser la question de qu'est-ce que... Enfin, non, pas faux.
tu peux te poser la question de qu'est-ce que tu veux créer chez la personne qui va recevoir ton œuvre. Et du coup, une fois que tu te poses cette question-là, peut-être que déjà tu trouves des réponses sur comment tu fais ça. Et après, moi par exemple, je travaille de l'intime, tout part de l'intime, parce que je pense que l'intime, surtout le nôtre, il est super politique. Et du coup, à partir de là, quand on amène des intimités, et ben en fait, même quand mes témoins utilisent des termes, il y en a un genre passing, bindé, paquet, tout ça. En fait, il n'y a jamais personne qui m'a dit oh là là, ton spectacle, on comprend rien avec vos jargons, machin, parce qu'en fait, c'est pas ça qui est important. Si tu captes pas le sens de ces mots-là, précisément. De toute façon, il y a une personne qui est en train de te parler de qui elle est, et ce qu'elle dit, de toute façon, ne peut pas être, questionné. Et du coup, voilà, c'est... Du coup, des fois, en fait, tu peux, et c'est pas grave, et on comprend pas tout dans les spectacles, et moi, je comprends rien, généralement, dans les spectacles, dès qu'il y a un peu de littérature et tout ça. Du coup, en fait... voilà, qu'est-ce qui est le plus compliqué entre quelques mots d'un jargon queer et une littérature très complexe? Voilà. Juste si je peux ajouter sur cette question des mots et du jargon, moi je pense que c'est important de ne pas s'arrêter là-dessus, parce que de toute façon, c'est des vocabulaires qui sont extrêmement mouvants et qui ont changé, qui changent en permanence, et qui ne devraient pas avoir des prétentions d'universalité. Et moi, je trouve que c'est important d'essayer de faire sans, ou de faire à minima, une fois qu'on est débarrassé des mots qui viennent de l'extérieur, des mots qui sont violents, des mots insultants. Une fois qu'on est débarrassé de ça, à partir du moment où on parle de réalité, d'existence, de vécu, c'est ça qui prime plutôt que la technicité, parce que cette technicité-là, elle produit aussi une illusion d'identique, une illusion de même, et une illusion de communauté qui est pas réelle. Il y a plein de communautés, il y a plein d'individus, il y a plein de complexités qui traversent des questions de genre, parce qu'on n'est pas que notre genre, quoi. Et voilà. On a peut-être une dernière question ici. Moi, c'est pas vraiment une question, en fait, c'est plus des affirmations. Mais c'était déjà pour rebondir sur la question tout à l'heure qu'on abordait des territoires. On a fait un peu la transposition ville-campagne, mais la question des territoires, quand on aborde les inégalités, les discriminations, elle est beaucoup plus large que seulement la question ville-campagne. On peut venir de la campagne, du nord ou du sud. On ne va pas forcément rencontrer les mêmes problématiques, sachant qu'il y a aussi la question des outre-mer. Là, il y a quelques mois, il y a eu dans un des territoires d'outre-mer la première Pride aussi. Donc la question des territoires, elle est vraiment importante, parce que malgré qu'on soit tous finalement et toutes dans un même pays, finalement, on peut aller vraiment du plus petit, très centré sur nous, et après partir au niveau ville, département, région, partie de France. Après, il y a la question des origines aussi qui vient se poser. Je pense qu'en fait, finalement, tout à l'heure, quelqu'un disait on n'est pas qu'une chose, on en est plusieurs. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, au plus on ajoute de choses, entre guillemets, au plus c'est compliqué de chercher, d'avoir de la représentation aussi. Je voulais aussi vous remercier pour la qualité de vos interventions et la richesse de vos mots. Et un peu affirmer que... Aujourd'hui, il y a encore cette question de norme qui se pose. La norme, c'est ce qui est pensé par la majorité. Et je trouve que, au travers de vos engagements et de votre travail et de tout ce que vous faites, finalement, l'objectif, c'est peut-être pas de déplacer la norme, mais finalement de la voir petit à petit disparaître, faire en sorte qu'il n'y ait plus de normes. Et ça, finalement, c'est très beau. Et merci.
S'il y a des personnes qui se sentent concernées, qui ont besoin, il y a plein d'assos, donc que vous soyez à la campagne ou pas. Donc vous pouvez prendre contact avec des assos qui accompagnent les personnes sur leur questionnement autour des transidentités spécifiquement. Accept ST et le flirt pour les personnes transféminines sur Insta. Suivez-les si ça peut vous aider. Oui, globalement, s'il y a des questions sur des assos, moi je peux filer des noms aussi. Voilà, aucune. Je crois qu'on doit rendre l'amphi. Donc, on va vraiment vous remercier très chaleureusement. Merci pour l'invitation. Merci à vous aussi d'avoir été si nombreux et nombreuses. Et on se retrouve donc pour la prochaine le 6 février. Voilà. Bonne soirée à tous et à toutes. Une dernière chose qu'on a dit au début, si vous voulez voir, feuilleter, acheter l'ouvrage Afro-Trans qu'a coordonné Michaela Danger, on va le mettre juste là. Voilà, il est superbe.